20 h, messieurs, dames, si vous voulez bien prendre place. Roger, Yvan. Messieurs, dames, qui derrière, si vous pouvez prendre place, s'il vous plaît. Non, ça arrive, parce qu'il n'y a pas de... Pourquoi? Oui, c'est Anna Maria, ça. Radia, mais Radia, elle est là. Elle... Ouais. Mais elle ne vient pas, Radia. D'accord. Okay. Ouais. On y va? Vous partez? Quorum pas atteint. Bah, encore faudrait-il que faut que je le constate encore. J'arrive, je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et la fin, ça dit qu'on fait qui encore? Mais Sarah, elle est là? Sarah le arrive. Sophie? Ah, comme il part, tu n'auras pas le quorum, c'est ça le jeu? Ah ouais, c'est ça le jeu. Ah, peut-être. Bah, je sais pas, je sais pas. On va rentrer chez nous plus vite que prévu. Ça rentre. Clarisse arrive. Clarisse, Sarah. Et pourquoi que lui... Bah, je pense qu'ils font un petit jeu d'opposition, mais ça c'est... Sarah, elle va arriver. Sarah, il manque que Sarah en fait. Parce que les couleurs ne marchent pas. Non, non, pas pour le quorum. Ah, mais il n'y a pas assez. Je sais pas, j'ai pas de nouvelles. Il est là. Pascal, est-ce que Anne est bien? Je sais pas. D'habitude, quand on dit ça, on est très bon.
L'appel. Donc il est 8h10. Il est 8h, s'il vous plaît, il est 8h10. Donc je fais l'appel. Dupont-Olivier présent. Valérie Lecomte. Hugues Brissot. Présent. Sarah Béag. Pascal Martin. Sylvie Bocobza. Didier Mézières. Sabine Jamais absente, pouvoir à Valérie Lecomte. Christophe Van Denneken absent, pouvoir à Michel Fraioli. Dominique Nocture. Daniel Dess. Michel Fraioli. Roger Hadot. Grace Ribeiro absente, pouvoir à Didier Mézières. Sylvain Benayoun absent, pouvoir à Olivier Dupont. Karine Gauthier-Janot absente, pas de pouvoir. Laurent Graft absent, pouvoir à Sophie Baquet. Radia Tiglit absente, pas de pouvoir. Yvan Dauer. Anne Sotti. Grégory Philippe absent, pouvoir à Anna Cheta. Sophie Baquet. Jacques Bayeux absent, pas de pouvoir. Anna-Maria Cheta. Gilles Deveau absent, pouvoir à Sylvie Bocobza. Clarisse Paulet. Laurence Bernard absente, alors je ne sais quoi dire, pouvoir à Aude Misnard, mais Fabien Bignolet absent, pas de pouvoir, et Aude Misnard absente, pas de pouvoir. Nous avons donc combien de présents? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 présents. Le quorum est atteint, donc la séance débute, elle a débuté à 8h10 au lieu de 8h, séance ouverte. Alors, merci à tous pour votre présence. Donc, le secrétaire de séance, c'était Aude Misnard, la dernière séance, qui peut être depuis le vieux. Grace, elle est absente. Laurent Graft est absent. Sophie. Oui, toi. On y va? Tu acceptes? Personne ne s'y oppose? Merci. Oui. Merci, Sophie. Alors, le procès verbal de la séance du 30 novembre 2023. Est-ce qu'il y a des remarques, de petites remarques qui ont été faites par Pascal sur les pages 32-33? Tu veux les souligner ou non? Mais tu les as faites, donc on peut le... Oui. PNR à la place de PMR en page 33, ça a été corrigé. Et la reformulation de la page 32. D'autres remarques? Je porte aux voix qui approuve le procès verbal de la séance du 30 novembre. Pas d'opposition. Merci. Alors, quelques décisions. La décision numéro 67 du 20 novembre. Signature d'un avenant numéro 1 au marché de restauration de l'église. Tranche 1. Lot 1, maçonnerie et pierre de taille, d'un montant en moins-value de 33 850,49 €. C'est assez rare pour être noté en moins-value, qui représente une diminution du montant initial du marché de 6,55% et ramenant le montant global à 483 117,83 € hors taxe. Décision numéro 68 du 7 décembre, choix des séjours hiver 2024 pour les élémentaires ainsi que pour les jeunes. Le prix de séjour est de 804,96 € par enfant. La commune prend en charge 30% du prix, soit 241,49 € et le reste à charge pour les familles viermoises sera de 563,47 €, soit 70% du prix par enfant. Le tarif pour les familles des communes extérieures sera de 804,96 € par enfant. Le montant total du séjour s'élève à 20 124 €, dont 8 526 € pour l'hébergement, les activités, l'encadrement ESF et les remontées mécaniques, 6 058 € pour l'équipement et 4 000 € pour le transport, et enfin 1 540 € qui représentent le coût de l'équipe encadrante. Décision numéro 69 du 13 décembre, signature d'un contrat de maintenance du logiciel et des terminaux de verbalisation pour la police municipale pour une durée d'1 an et un montant forfaitaire annuel hors taxe pour la maintenance du logiciel et le matériel GVE de 1 628,93 € hors taxe, ce qui représente une somme de 232,70 € par terminal. Décision numéro 70, signature d'une charte d'utilisation de l'orgue de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul de la commune, stipulant que pour l'année 2023-2024, les cours auront lieu le mardi de 16h15 à 16h45 et que les créneaux de travail personnel auront lieu chaque mardi à 15h et chaque vendredi à 16h.
Décision 71 du 13 décembre, convention signée de partenariat pour le projet En Seine avec le département du Val d'Oise concernant la réalisation de 2 concerts à l'abbaye de Royaumont le 2 juin 2024. Décision numéro 72 du 19 décembre, signature d'une convention de mise à disposition des chalets aux exposants des hivernales. Les chalets mis à disposition ont une taille de 8 mètres carrés pour un prix de 200 € pour les extérieurs et de 100 € pour les virmois. Décision numéro 73 du 20 décembre, signature d'un contrat de location d'un appartement qui se situe au premier étage du 74 rue de Paris, à l'endroit de la maison des services à la population. Le coût du loyer est fixé à la somme de 338 €. Un montant forfaitaire pour charges, eau, électricité et chauffage est fixé à la somme de 55 € par mois, étant donné qu'il n'y a pas de possibilité de mise en place de compteurs individuels pour une surface de 20,21 m². Voilà pour les décisions. Entamons notre ordre de jour qui n'est pas très lourd aujourd'hui, qui sera un peu plus lourd sur les conseils municipaux à venir, puisqu'on rentre dans la période finance. Point numéro 1, avance de subvention coopérative scolaire. La parole est à Sarah. Dans un souci de rationalisation de budget, de gestion budgétaire des écoles, il a été convenu de mettre en sommeil le budget caisse des écoles et de transférer l'ensemble des dépenses sur le budget de la commune, à compter de l'exercice 2024. Des services écoles élémentaires et écoles maternelles permettront de garder un regard analytique sur les dépenses de fonctionnement afférentes aux établissements scolaires, sachant que les dépenses d'investissement relatives aux structures scolaires étaient déjà budgétées sur la ville. Dans ce nouveau contexte, la commune doit délibérer pour permettre le versement d'une avance aux coopératives scolaires, comme cela a été voté par la Caisse des écoles. Ces avances ont pour objectif d'assurer aux coopératives scolaires une trésorerie suffisante pour couvrir leurs dépenses avant le vote du budget primitif 2024. L'avance représente 50% du montant des subventions versées en 2023 par la Caisse des écoles aux coopératives, soit une avance de 7 400 € pour l'école élémentaire, 50% de 14 800. Cette somme, on arrive à la calculer en prenant le nombre d'élèves, ici 370, multiplié par 40 € par élève. Et une avance donc de 3 420 € pour l'école maternelle, c'est-à-dire 50% de 6 840 €. Là aussi, nous avons 171 élèves multipliés par 40 € par élève. Les montants des subventions seront réévalués au cours du dernier trimestre 2024 après avoir obtenu les effectifs de la rentrée 2024 de chaque structure. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver le versement de ces avances de subventions. Donc c'est un point qu'on vote chaque année, cette avance de versement à la Caisse des écoles pour qu'ils puissent subvenir à leurs dépenses. Ce qui change dans le rapport, là Sarah, je te prends peut-être la parole, mais tu aurais peut-être pu le dire, c'est que dans un souci de diminution des plans de charge de tous, il n'y aura plus de conseil d'administration qui se réunira en direct de la Caisse des écoles. Mais ce qui n'empêche pas d'ailleurs de faire une réunion annuelle, mais ce sera un budget identique, rien n'est changé, tout sera mis dans des comptes identifiés dans le budget général et on aura accès aux mêmes chiffres, on saura exactement ce qui se passe avec les écoles, quels sont les budgets, quelles sont les dépenses, où sont affectées les dépenses. On aura toujours tout ça de la même manière, mais ça ne sera plus formulé dans une structure Caisse des écoles. Est-ce que vous avez des questions sur ce point-là? Pas de questions? Je porte au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui approuve? Tout le monde, merci à toutes et tous. Alors, création d'un poste d'agent de service espace vert voirie à temps complet. Pour répondre aux difficultés rencontrées dans le service espace vert voirie par le manque de main-d'œuvre, notamment lors du montage et démontage du marché et toutes les diverses festivités, et pour pallier aux restrictions médicales de certains agents, on demande au conseil municipal d'approuver la création d'un poste pour le recrutement d'un agent espace vert à temps complet sur un grade d'adjoint technique des
le 1er février 2024. Nous avons eu depuis une quinzaine de jours, où je crois qu'il est encore en congé, c'est incessamment sous peu son départ du responsable Espace Vert, c'est parti dans une ville proche de nous. Il y a une annonce est en ligne depuis maintenant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et aucun contact, ou bien quand on a un contact, c'est des demandes qui sont délirantes, le mot est fort, mais qui sont bien trop élevées par rapport au service et par rapport à nos moyens. Donc pour l'instant, pour pallier à ce problème, ce manque de main-d'œuvre, on vous propose la création d'un poste d'agent qui sera sur le terrain. On a déjà une personne, mais on va quand même mettre l'annonce en ligne pour voir les différentes, s'il y a des touches de gens qui voudraient intégrer le service Espace Vert. Il faut savoir que c'est un service qu'on a du mal à bien faire fonctionner depuis quelques années par manque de bras. C'est pour ça que dans le budget de l'année dernière et dans le budget qui vous sera présenté dans peu de temps, il y a une somme importante en externalisation, en faisant appel à la fois des entreprises privées et puis à des centres, comment on appelle ça, des CET, non, des centres CET, des ESAT, des CAT, pardon, CAT, pour pallier justement à ce problème. C'est une somme importante, aux alentours de 2023, on a dû mettre dans les 80 000 euros, je crois. Parce qu'on n'est pas capable de faire face au nettoyage des rues, à l'entretien des espaces verts multiples à travers la commune. C'est pas qu'on veut pas embaucher, c'est qu'on n'arrive pas à trouver des agents finalement qui viendraient renforcer. Oui, Sylvie, avec un micro s'il te plaît. Non. Appuie encore une fois. Toujours pas. C'est un faux celui-là. C'est un factice. Un fake. Oui, ce qui est à préciser quand même pour nos citoyens, c'est que c'est un service qui s'occupe de nos espaces verts, mais qui s'occupe aussi de nos voiries et donc de ramasser les déchets. Et qu'on a quand même une augmentation sur les dernières années des dépôts sauvages. Et il faut savoir qu'ils interviennent quasi tous les jours sur des petits dépôts sauvages. Et ça, c'est du temps humain. De ramassage, de traitement, et c'est du temps qui n'est pas passé également sur nos espaces verts. Et on a aussi pas mal de montage et démontage de matériel. On a la chance d'avoir 2 marchés, mais ça induit aussi du temps humain qui les monte et qui les démonte. Et toutes nos manifestations sont montées par nos espaces verts également, adjoints avec le bâtiment. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ces gens-là ne font pas que les espaces verts en fait. Ces personnels, ils sont très complémentaires et si on les avait pas, et c'est bien pour ça qu'ils sont difficiles à recruter parce que ça demande beaucoup d'investissement. Oui, c'est tout ce qui est voirie, espace vert et on a quand même beaucoup de manifestations qui demandent beaucoup de temps de montage et de démontage. Et puis, comme tu l'as souligné, on a le marché bi-hebdomadaire qui demande 4 agents le mercredi et le samedi, le matin pour le monter et aux alentours de 14h pour le démonter, tout ça toute l'année. C'est pour ça que vous avez peut-être remarqué qu'en août dernier, et ça fait la 2e année, on laisse le marché monter sur la place. C'est parce qu'on est en restriction du fait des vacances, on est en restriction parce que l'équipe n'est pas assez étoffée, et c'est vrai qu'en août, la ville se vide, donc la gêne n'est pas tellement importante. Voilà, est-ce que ça amène d'autres questions? Merci aux bâtiments aussi qui viennent très très souvent aider les espaces verts pour leur prêter main forte. Alors des charges aussi, c'est des métiers qui ne sont pas faciles. C'est des métiers où on travaille dehors, c'est des métiers où on est à 4 pattes, c'est des métiers où on porte des choses lourdes. Donc c'est quand même pas des postes qui sont faciles. D'autres questions? Je porte aux voix qui approuvent la création de ce poste pour renforcer les espaces verts. Merci à toutes et tous. Affaires générales. Actualisation des délégations du conseil municipal au maire. Alors, au terme de l'article 21-21-29 du CGCT, le conseil municipal règle par les délibérations que vous votez à chaque conseil des affaires de la commune, mais pour des raisons d'ordre pratique, vous consentez à déléguer tout ou partie
des décisions que vous pourriez prendre ici au maire pour améliorer, simplifier la gestion des affaires et avoir une meilleure fluidité. Au vu de l'évolution de la rédaction de l'article L 2122-22 du CGCT, il convient d'actualiser la délibération numéro 67 que vous aviez votée en 2021, le 2 décembre exactement. Les modifications sont indiquées en gras pour les 3 délégations suivantes. Donc l'article, le 15e point, consiste à exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, et de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues aux articles 211.2 et 211.2.3 ou au premier alinéa de l'article L213.3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal. La modification, donc ça c'est le texte que vous avez actuellement dans la délibération de 2021, et les modifications des 2 articles précisent que le titulaire du droit de préemption urbain peut également déléguer son droit à un organisme foncier solidaire mentionné à l'article L329, alinéa 1 du dit code, pour les biens nécessaires à son objet principal. Dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme, au sens de l'article 312.3 toujours du Code de l'urbanisme, le droit de préemption prévu au présent chapitre est exercé par la collectivité territoriale ou l'établissement public co-contractant mentionné au même article 312.3, la collectivité territoriale ou l'établissement public peut déléguer l'exercice de ce droit à un établissement public ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement. Donc ça, ce n'est pas des points qu'on a décidé en interne de modifier, hein, c'est le Code de l'urbanisme qui est comme ça. Ajout de l'article L211 du Code de l'urbanisme, le 211-2-3, merci Muriel. Le titulaire du droit de préemption urbain peut déléguer ce droit à une personne ayant vocation à laquelle a été confiée en application de l'article L300-9 la réalisation d'actions ou d'opérations prévues au 6, 8, 11 du grand 3 de l'article 1 303-2 du Code de la construction et de l'habitation dans les secteurs d'intervention délimités d'une opération de revitalisation du territoire mentionné au même article 303-2 ou la réalisation d'actions ou d'opérations ayant pour objet de favoriser la diversité, le maintien ou le développement d'activités artisanales et commerciales de proximité dans des espaces urbains dans le périmètre délimité en application de l'article L214-1 du présent code. Je vous ai tous perdus ou... Il va falloir digérer tout ça, c'est purement administratif, hein. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. Au point numéro 23, donc il était dit qu'il s'agissait de prendre les décisions mentionnées aux articles 523.4 et 523.5 du Code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune et de conclure la convention prévue à l'article 523-7 du même code. Les modifications, c'est l'article 523.7 du Code du patrimoine. Une convention conclue entre la personne projetant d'exécuter les travaux et l'établissement public ou la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales dont dépend le service archéologique territorial chargé d'établir le diagnostic d'archéologie préventive, définit les délais de réalisation des diagnostics et les conditions d'accès au terrain et de fourniture des matériels, équipements et moyens nécessaires à la réalisation des diagnostics. Les délais courts à compter de la mise à disposition des terrains dans des conditions permettant de se livrer aux opérations archéologiques. Sous réserve des dispositions du 3e alinéa applicables en cas d'un dépassement de délai imputable à l'opérateur, la Convention détermine les conséquences pour les parties du dépassement des délais. Faute d'un accord entre les parties sur les modalités de l'établissement de la Convention, ces délais sont fixés à la demande de la partie la plus diligente par l'État. Dans ce cas, lorsque l'État ne s'est pas prononcé dans un délai fixé par voie réglementaire, la prescription est réputée caduque. Dans le cas, lorsque du fait de l'opérateur, le diagnostic n'est pas achevé dans le délai fixé par la Convention, la prescription de diagnostic est réputée caduque à l'expiration d'un délai fixé par voie réglementaire. Dans ces cas, les dispositions des articles 531.14 à 531.16 sont applicables aux découvertes faites sur le terrain d'assiette de l'opération. Les mesures utiles à leur conservation ou à leur sauvegarde sont prescrites conformément aux dispositions du présent titre. Les conclusions du diagnostic sont transmises à la personne projetant d'exécuter les travaux et au propriétaire du terrain. Ces deux modifications sont donc des modifications de ce qui existait auparavant.
Enfin, une nouvelle délégation qui n'existait pas, le point 30, qui consiste à admettre en non-valeur les titres de recettes ou certaines catégories d'entre eux présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d'un montant inférieur à un seuil fixé par délibération du conseil municipal qui ne peut être supérieur à un seuil fixé par décret. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles le maire peut rendre compte au conseil municipal de l'exercice de cette délégation. Enfin, d'autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à l'article 21-23-18 du présent code. Je suis convaincu que ce sujet vous passionne et que vous aurez plein de questions. Pas de questions particulières? Modification des codes, hein, donc voilà, on met à jour l'arrêté de 2021. Je porte aux voix s'il n'y a pas de questions. Qui approuve cette mise à jour? Merci à toutes et tous. Point numéro 4, signature d'une convention avec France Régie pour l'édition des bulletins municipaux. La parole est à Michel. Le bulletin municipal La Source Viermoise est publié 3 fois par an. Et l'impression de ce magazine est entièrement financée par la publicité. Le démarchage et la régie publicitaire sont gérés par la société France Régie Édition. Cette convention, arrivant à son terme pour 2023, il y a lieu d'en rédiger une nouvelle qui fixera les termes de la collaboration entre France Régie Édition et la mairie de Viarmes pour les parutions de l'année 2024. Il est à noter que 3 parutions sont prévues, mars, juin, octobre, pour l'année 2024. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention établie avec France Régie en vue de l'édition des bulletins municipaux. Y a-t-il des questions? Bon. Qui est contre? Production de ce qui se faisait les autres années, Michel. Voilà. Aucun changement. Abstention? Alors tout le monde est pour. Je vous remercie. Point numéro 5, merci Michel. Autorisation d'ouverture dominicale de Carrefour Market pour l'année 2024. Rapporteur Didier. Le Code du travail stipule que dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés pour chaque commerce de détail. Par arrêté du maire pris après avis du conseil municipal, le nombre de ces dimanches ne peut excéder 12 par an. Lorsque le nombre de ces dimanches excède 5, la décision du maire est prise également après avis de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre. À défaut de délibération, dans un délai de 2 mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable. Il est précisé que les ouvertures dominicales dépassant le nombre de 3 annuels doivent recueillir aussi l'avis des organismes d'employeurs et de salariés. Par courrier reçu le 27 décembre 2023, le directeur du magasin Carrefour Market a demandé au maire de statuer sur 5 ouvertures dominicales de son magasin pour l'année 2024. Il est donc demandé au conseil municipal d'émettre un avis sur l'ouverture exceptionnelle des dimanches ci-dessous en 2024. Donc le 1er décembre 2024, le 8 décembre 2024, le 15 décembre 2024, le 22 décembre 2024 et le 29 décembre 2024. Il est précisé que la liste des dimanches est modifiable en cours d'année selon les mêmes formes et au moins 2 mois avant le premier dimanche concerné. S'il y a des questions. Même chose, il fait la même demande chaque année. Tous les ans, c'est la même chose. Tu peux porter aux voix s'il n'y a pas de questions. Alors, qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Merci Didier. Point numéro 6, rapport d'activité 2022 de la communauté de communes Carnel Pays de France. Hugues, en ton titre de conseiller communautaire, tu as la parole. Alors, donc le rapport d'activité 2022, on est déjà en 2024.
Normalement, on aurait certainement dû en parler un petit peu avant, mais mieux vaut tard que jamais. Tous les ans, donc avant le 30 septembre, le président donc, de l'EPCI adresse au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'EPCI avec le compte administratif arrêté par l'organe délibérante. La loi ne précise pas ce qu'il doit comporter. Ce rapport est présenté par le maire au conseil municipal lors d'une séance publique au cours de laquelle les délégués communautaires sont entendus. Donc ce rapport est consultable au secrétariat général. Alors, comme on m'a demandé très gentiment de le regarder, je l'ai regardé. Ceci dit, c'est très intéressant. Alors, c'est très volumineux, enfin volumineux, c'est quand même quelques dizaines de pages. Ce qu'il faut retenir, déjà que notre président de la communauté de communes, c'est M. Patrice Robin, qu'il faut peut-être aussi rajouter que notre maire est vice-président pour la commission commerce de proximité. Donc voilà, ça c'est déjà la première chose qu'il faut dire. Les choses intéressantes, c'est qu'il y a toute une première partie qui est avec la démographie. La démographie, pas au niveau de notre ville spécifiquement, mais au niveau de l'interco. Alors, on parle beaucoup de choses. La réalité, elle est tout à fait autre, puisque entre 2010, enfin sur les chiffres 2019, 2020, 2021 même, parce qu'on a même recensé les naissances de 2021, la communauté de communes, donc il y a 32 281 habitants lors du dernier recensement complet de 2019 pour les communes. Ça fait une augmentation qui n'est pas très importante, puisque entre 2013 et 2019, on a en fait 957 individus de plus sur la communauté de communes. La densité de population donc, se trouve à 269,1 habitants par kilomètre carré. Ce qui n'est pas, je dirais, très dense, hein, en fait, hein, par rapport au territoire. Alors, après avoir fait un premier tour sur la population, on nous informe aussi sur les logements de la communauté de communes. Et au dernier recensement, donc, on a indiqué qu'il y avait en fait 13 889 logements, d'accord, contre 12 994 en 2013. Pourquoi j'insiste sur le chiffre? C'est parce qu'en fait, entre 2013 et le dernier comptage, on a exactement pareil, 900 logements de plus sur toute cette période de 2013 à 2021. Ce qui n'est pas énorme, hein, parce que je vous rappelle, on parle sur la communauté de communes. Petite indication importante, c'est que nous sommes une communauté de communes dans laquelle il y a quand même 77% de gens qui sont propriétaires de leur résidence principale. Ça veut dire que c'est des gens qui ont la joie de payer des impôts fonciers. Alors, il y a plein de choses, hein. Je vous ai extirpé les choses qui me paraissaient importantes, notamment de savoir le nombre d'associations qu'il y a sur la communauté de communes. Est-ce que quelqu'un ici est capable de dire combien il y a d'associations au niveau de la communauté de communes? Alors, en fait, il y a 788 associations sur la communauté de communes. Donc c'est quand même assez important. Alors quand on dit qu'on est dans des territoires reculés, parce que je vous rappelle qu'on est quand même au fin fond de l'Île-de-France, il y a quand même de quoi faire. Hein? Oui, c'est ça, oui. Là, c'est tout est compté ville par ville, commune par commune. Et quand on additionne le tout, donc ces associations culturelles, sportives et autres, et donc il a été recensé donc 788 associations, ce qui est quand même assez... Et grosso modo, il y a à peu près un tiers de la population qui est dans ces associations, qui sont dans ces associations. Donc je veux dire, malgré le nombre d'associations, on est encore loin de toucher tout le monde, puisqu'il y a à peu près qu'un tiers des habitants de la communauté de communes qui adhèrent à ces associations. Petite chose importante, donc il y a tout le rapport d'activité pour en parler de ce que la communauté de communes a fait ou va faire.
Ne pas oublier qu'on a des choses qui ont été mises en place, notamment comme le bus de la CIAS, qui donc vient aussi sur Viarmes régulièrement, donc pour faire les démarches administratives. Voilà. La communauté de communes, c'est combien d'agents? Eh ben, au dernier recensement, c'était 28 agents. Donc voilà, on nous balaye un petit peu tous les postes, tout le nombre de personnes, ce qu'elles font. Donc c'est toute l'activité aux ressources humaines. Et puis, on a des choses, donc le bus France Service, on en a parlé. Dans les faits marquants, dans ce rapport, donc il y a le rapport en fait de 2022 qui a été rédigé en 2023. Donc c'est-à-dire que celui de 2023 ne sera fait que bien évidemment en 2024. Dans les faits marquants et qui touchent notre commune, il y avait aussi, on nous indiquait que le 2 avril 2022, c'était la fermeture des portes du centre de vaccination. Et savez-vous combien de personnes ont été vaccinées au centre de vaccination à Viarmes ? 56 377 personnes ont été donc vaccinées au centre de vaccination de Viarmes, qui, entre parenthèses, on n'a eu que des bons retours, que ce soit au niveau de l'Interco ou de la commune. Les gens étaient très satisfaits de ce centre. Le budget, après il y a toute une partie finance avec le budget de la communauté de communes. Pour 2022, sachez que grosso modo, c'est un budget qui doit tourner autour de 11 à 12 millions d'euros par an, entre le budget de fonctionnement et d'investissement. Donc voilà, donc c'est un petit peu plus que la commune de Viarmes, mais pas tant que ça. On est proche en fait. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant encore ? La communauté de communes a adhéré dans le cadre de son CRTE, vous savez, c'est le contrat de relance et de transition écologique, donc qui a été mis en place. Donc voilà, il y a aussi un élu qui s'occupe de tout ça. Sylvie ne va pas me contrarier en me disant qu'il y a aussi la journée communautaire de l'environnement qui a été créée et qui fonctionne. Voilà, donc c'est toutes ces interventions. La communauté de communes intervient aussi au niveau de GEMAPI, l'eau potable, l'assainissement aussi, tout ça, c'est des choses sur lesquelles ils sont partie prenante. Alors moi, il y avait des petits chiffres qui m'intéressaient, donc ça, non, c'est notamment aussi au niveau de l'urbanisme. Donc comme vous le savez, la quasi-totalité des communes, je dirais, adhèrent, et toutes les permis, les déclarations de travaux sont instruits donc au niveau de la communauté de communes. Il faut savoir que pour 2022, il y avait 932 dossiers qui ont été traités et que, bien évidemment, Viarmes étant la ville la plus importante en nombre d'habitants, il y a quand même eu à peu près un peu plus de 200 dossiers, 150 déclarations de travaux, déclarations préalables de travaux, 7 permis d'aménager et 47 permis de construire. Donc, c'est-à-dire que grosso modo, il y a à peu près 200 dossiers chaque année qui sont donc traités pour la commune de Viarmes. Commerce et proximité, notre maire a travaillé, il a réalisé vous allez bientôt le recevoir, je crois, un guide des commerçants. C'est ça ? Voilà, donc ça arrive. Voilà. A été lancé aussi en 2022, dans le cadre de l'emploi formation professionnelle, le bus de l'emploi. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il s'est stationné devant la commune 1 ou 2 jours, je crois. Donc voilà, ce sont des choses pour lesquelles la communauté de communes travaille aussi, essayer d'apporter son appui pour l'emploi, la formation et le travail. Le pôle culturel aussi, qui fonctionne très bien, notamment au niveau de la bibliothèque, puisqu'il y a eu en 2022 1258 nouveaux inscrits sur le réseau et à peu près 55 800 prêts de documents enregistrés. Donc ça, là pareil, c'est des choses qui ont pris un peu d'ampleur.
Dans la communication, la partie communication, il y a donc les feuilles de Carnel. Je crois qu'il n'y en a plus qu'une par an. Je crois que maintenant, il n'y en a plus qu'une par an, qui sera un peu plus conséquente, un peu plus de pages. Mais donc c'est un travail qui était aussi supporté par la communication de la communauté de communes. Notre événement phare, la Carneloise, qui est aussi, je dirais, supervisé et géré par la communauté de communes. Voilà, l'application aussi mobile Carnel Pays de France qui a été mise en place. Voilà, donc c'est quelque chose que je crois que tout le monde peut aller consulter sur le site de la communauté de communes. Autrement, il est aussi consultable, bien évidemment, ici en mairie. C'est un beau travail, hein, parce que ça permet de voir ce qui a été fait par la communauté de communes, les élus de la communauté de communes. Voilà, donc c'est une obligation réglementaire que de faire ce rapport, et c'en est une aussi que de le présenter donc une fois par an aux élus de la commune. S'il y a des questions, on essaiera d'y répondre. Merci Hugues, c'était concis et clair, merci pour la présentation. Et c'est la première année qu'on vous présente le rapport d'activité de l'Interco. C'est bien parce qu'elle reste quand même largement méconnue des habitants. Et elle a quand même beaucoup de compétences qui sont obligatoires, qu'elle doit exercer, qu'elle a prises et qu'elle développe. Donc c'est plutôt bien d'avoir ce rapport annuel. Pas de questions? Tu portes aux voix ou je porte aux voix? Je ne sais pas, c'est une bonne question. Rapport, tu prends acte, ouais, comme tout rapport, comme le SICTUB après. Voilà, donc le rapport vous a bien été présenté. Merci. Point 7, SICTUB, bilan d'activité 2022. Donc il y aura 2 points. Tu enchaînes les deux, peut-être Daniel, c'était 8, non? Non, pour le premier point, c'est simplement comme ça. Puisque le premier point, c'est simplement, disons, c'est les interventions qu'on a fait sur Viarme. Bon, bah tu nous diras, on constatera que tu as fait le rapport et tu enchaîneras sur le point 8 après. Donc là, pour l'instant, tu nous parles du bilan d'activité 2023, pas 2 à mon avis. Oui, non, 22? C'est 22, parce qu'en fait... 22, donc du SICTUB, entretien, exploitation des réseaux d'eau usée. Voilà, donc en fait, concernant les réseaux d'assainissement sur Viarme et les interventions que nous avons faites, donc il faut savoir que nous avons à Viarme pratiquement 23 km de réseau, avec des canalisations grès ou acier, et en général pour un diamètre de 200 mm. Ce réseau de 23 km est entretenu tous les ans avec des contrôles d'inspection télévisée pour vérifier, disons, le bon état des canalisations. Donc là, nous avons fait à peu près 2 km d'inspection télévisée de canalisation. Nous participons, le SICTUB fait également des campagnes de curage. Il y a eu un peu plus de 4 km de réseau de curés sur le territoire de Viarme. Des interventions d'urgence pour éventuellement des colmatages de canalisation ou de regard. Il y en a eu 8 durant l'année 2022. L'entretien des clapets anti-retour. Les clapets anti-retour, ce sont des petites soupapes que l'on met pour éviter éventuellement que les eaux usées remontent à l'intérieur des habitations des particuliers. Donc il y a un peu plus d'une vingtaine de clapets anti-retour qui sont installés sur les réseaux et donc qui sont vérifiés et entretenus tous les ans. Ensuite, il y a des travaux, il y a un marché de travaux qu'on a au niveau du SICTUB qu'on verra tout à l'heure, et pour Viarme, pour faire des interventions pour des petites réparations. Et là, il y en a eu pour un montant de 61 549 € hors taxe. L'intervention la plus importante étant à peu près de 29 000 € au niveau de la réfection de la chaussée sur tranchée d'assainissement pour remplacer des tampons rue de Paris entre l'étang et le Cheval Blanc. Ensuite,
nous avons aussi réalisé au cours de l'année 2022 des contrôles de conformité. Vous savez que le réseau, il est séparatif, c'est-à-dire que normalement, il y a des réseaux eau usée et des réseaux eau pluviale, mais il se trouve effectivement qu'il y a des mauvais raccordements, que les eaux usées, quelquefois, par exemple des machines à laver qui se trouvent dans les sous-sols, soient envoyées dans les canalisations d'eau pluviale. Donc c'est pas bon. Et à l'inverse, il se trouve qu'il y a quelquefois des regards de gouttières ou de descente de garage, etc., qui sont captés et qui sont envoyés dans les réseaux d'eau usée. Donc tout ça, ce sont des mauvais branchements. Donc on a réalisé 124 visites de contrôle de conformité et sur les 124 visites de contrôle, il y en a eu 27 non conformes. Voilà. Bon. Encore une chose, sur les assainissements collectifs, on a fait 3 contrôles de conformité d'assainissement collectif. L'assainissement non collectif, c'est là où il n'y a pas de réseau d'assainissement, des tuyaux d'assainissement. Donc en fait, l'assainissement non collectif, c'est des fosses septiques, les épandages, etc. Donc en fait, on a fait 3 contrôles. Il y en a de moins en moins, puisqu'en fait, on fait des travaux de façon à raccorder le maximum d'habitations, disons, dans les collecteurs collectifs. Mais il y a des habitations qui sont un petit peu disséminées dans la campagne et qui ont des assainissements non collectifs. Voilà pour la commune de Viarmes. Et la fin du point numéro 7. On peut passer au point numéro 8. On prend acte. On a pris acte. Point numéro 8. Donc, oui, merci. J'attends qu'il apprenne. Voilà. Bien, alors voilà le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'assainissement collectif pour l'exercice 2022 du CITEB. Alors, si tu veux bien, Maxime, on va passer tout de suite à la slide numéro 4, parce que le 1, 2, 3, c'est simplement la réglementation. Alors, pour vous dire que la population totale donc desservie par le CITEB est de 55 000 habitants à peu près. Le nombre de branchements sur le périmètre du CITEB est de 18 000. Le nombre d'abonnements à l'eau potable est de 20 770. Le volume d'eau potable assujettie à la taxe d'assainissement est de 2 751 159 mètres cubes. Et le nombre de contrôles que nous avons fait au titre 35 et le nombre de contrôles de séparation EUEP, tout à l'heure je vous parlais des 124 qu'on avait fait sur Viarmes, sur le territoire du CITEB, il est de 838. Voilà. On passe au slide suivant. Vous voyez la courbe. C'est la courbe qui donne l'évolution des curages. Les curages, c'est la courbe en bleu, et les ITV, c'est la courbe en rouge. Voilà, donc c'est un marché là que l'on passe à Suez aux France, et pour un montant annuel pour la prestation de curage et ITV de 750 515 € hors taxe. L'objectif du curage, c'est de faire 15% du linéaire du réseau total du CITEB par an et de vérifier en inspection télévisée 8% du linéaire du réseau du CITEB. Voilà. On passe au slide suivant. Là, ça vous donne, disons, la répartition des curages et des curages sur l'ensemble des communes. Il y a toutes les communes. Je vous rappelle que les communes en 2022, c'était 14 communes au niveau du Val d'Oise et 7 communes au niveau de l'Oise. Donc là, vous avez les 21 communes qui sont représentées avec chacun, disons, en orange, c'était ce qui avait été réalisé en 2022 et en bleu, c'est ce qui a été réalisé en 2022. Et donc là, on retrouve les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, c'est-à-dire que
sur Viarmes, il y a eu environ à peu près 6 km de canalisation curée en 2022. Le slide suivant, là, c'est simplement des photos d'illustration, effectivement, des travaux de curage. On passe au slide suivant. Là, il s'agit effectivement des inspections télévisées. On retrouve le même graphique que tout à l'heure, mais tout à l'heure, c'était le curage. Là, ce sont effectivement par commune les inspections télévisées que nous avons réalisées. Et donc là, pour Viarmes, c'est à peu près 2 km qui ont été réalisés en 2022. Voilà, et en tout, ça fait 6,8% du linéaire total du patrimoine du site club qui a été fait durant l'année 2022. Voilà. Alors, là, slide suivant, voilà, c'est une opération d'inspection télévisée. Donc, c'est l'inspection télévisée, c'est des petites caméras que l'on envoie dans les tuyaux, qui sont motorisés avec des caméras et avec, on peut voir effectivement l'état des canalisations et lorsqu'il y a des défauts, soit par des fissures, soit par des cassures, etc., eh bien, on a un rapport avec des photos qui nous donnent effectivement l'état des canalisations et à ce moment-là, on peut intervenir lorsque... C'est important ça, parce qu'en fait, s'il y a des cassures ou s'il y a des tuyaux qui sont cassés, ça veut dire que c'est les eaux usées qui vont effectivement dans le sol et qui risquent de polluer effectivement les nappes, etc. Voilà, donc ça c'était une photo. La slide suivante, c'est le marché de prestation de services. Donc toujours le marché Suez pour 750 000 €. Et là, en fait, il s'agit des interventions d'urgence, puisque dans le marché Suez, à n'importe quel moment de la journée, de la nuit, dimanche et jour férié, vous avez un numéro d'intervention, vous téléphonez et Suez intervient dans un délai qui est défini, je crois que c'est un délai de 2 heures. 2 heures pour intervenir et prendre le problème en charge. Donc là, sur Viarmes, je vois, il y a eu donc 10 interventions d'urgence. Bah oui, d'ailleurs, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, 10 interventions d'urgence, disons, sur Viarmes en 2022. Voilà. Le slide suivant. Le marché d'exploitation. Donc, on a 36 points noirs sur notre réseau et donc on a fait nombre d'interventions d'urgence, c'est 61. Tout à l'heure on disait 8 ou 9 sur Viarmes, donc en tout il y en a 61 sur l'ensemble du réseau. Des postes de relevage, c'est des postes en fait qui prennent l'eau usée à un certain niveau et avec des pompes qui relèvent pour effectivement augmenter la hauteur. Bon, on a donc 7 postes. On a eu donc 57 interventions sur des postes de relevage et en intervention légère, et on a eu en maintenance lourde 6 interventions lourdes sur des postes de relevage. Et ceci, disons, a généré des déversements en milieu naturel. On a déversé dans le milieu naturel 4185 mètres cubes. Ça, c'est pas bien, parce qu'en fait, quand on déverse de l'eau usée dans le milieu naturel, ça veut dire en fait que l'on va polluer les rues, les rivières qui sont effectivement... Alors on a le maximum de bâches de stockage pour éviter ce genre de choses, mais de temps en temps, dans des phénomènes de pluviométrie forte, eh bien effectivement, il y a certains ouvrages qui débordent. C'est pour ça d'ailleurs, sans que ça concerne le site, mais c'est pour ça d'ailleurs qu'on a eu des pollutions et que les huîtres ont été définies comme non polluées, puisqu'en fait, sur un certain nombre de linéaires de nos côtes, les stations d'épuration, avec les phénomènes très pluvieux que l'on a eus, les stations d'épuration, dans bien des cas, ont débordé
et c'est les eaux usées des stations d'épuration qui ont été rejetées dans le milieu naturel, là en l'occurrence la mer, qui polluent effectivement les eaux côtières. Ça a été particulièrement, je vais parler un petit peu de mon cas personnel, mais ça a été un problème particulier, disons, sur le bassin d'Arcachon, qui est un petit peu fermé. Et c'est l'origine des contaminations des huîtres, c'est directement lié à ce phénomène. Bon, ça c'était en aparté, si vous voulez, pour votre information personnelle. Bien, on va continuer, si vous voulez bien. Les sous-produits générés par le traitement des eaux usées, on a donc ôté 275 tonnes de déchets de toutes sortes, des lingettes, des bouteilles en plastique, des canettes, des trucs comme ça. Ça, c'est des déchets qui sont captés dans ce qu'on appelle des dégrilleurs. Et en fait, l'ensemble de ces déchets sur l'ensemble du réseau donc, a généré 275 tonnes, disons, de déchets. Voilà. Le slide suivant. En 2022, 90 interventions de réparation pour un montant de 510 381 €. Bon, pour un marché qui est attribué à BOTP, pour un montant annuel de 595 000. Donc là, vous voyez, on a en fait une enveloppe annuelle qui est destinée aux interventions de réparation et on a budgété 595 000 et il y a eu 510 000 de réalisés. Voilà. Le slide suivant. Vous savez qu'on a engagé pour l'ensemble des 21 communes ce qu'on appelle des SDA, c'est des schémas directeurs d'assainissement. Ce sont des documents qui sont associés au PLU et qui définissent, disons, pour chacune des communes, les zones d'assainissement collectif ou les zones d'assainissement, comme je disais tout à l'heure, d'assainissement non collectif. Alors, ça définit, disons, aussi, chaque SDA par commune définit aussi l'état des lieux et les zones d'intervention où on doit intervenir pour améliorer le système d'assainissement. Donc on a lancé donc en 2022 des SDA pour l'ensemble des 21 communes de l'Oise et du Val d'Oise et on est en phase terminale. On a fait l'enquête publique se termine. Donc Hugues, tu as dû être informé, disons, de l'enquête publique qui se terminait, puisqu'en fait, le SDA, maintenant, est un document qui doit être associé à notre PLU au niveau commune. Voilà. Et ça, c'est pour l'ensemble des 28 communes. C'est une prestation que l'on a pris en charge. On est donc, là, vous voyez, il y a combien ? Il y a 5 phases. Et en 2022, puisque là c'est le rapport 2022, on était en cours de la phase 3. Aujourd'hui, on a terminé, les enquêtes publiques sont terminées et on a terminé l'élaboration de l'ensemble des schémas directeurs d'assainissement pour toutes les communes. Le slide suivant, c'est différents travaux que l'on entreprend au niveau du site web. Là, c'est des photos concernant un collecteur d'eau usée, route de Sugy à Luzarches, pour un montant de 296 000. Ensuite, un autre, là, c'est un chantier pour la route de Sugy, toujours à Luzarches, encore, voilà, 296, c'est la même chose. On continue. Ah, bon. Des travaux d'assainissement, là, c'est sur La Chapelle-en-Serval pour 1 134 821 € hors taxe pour une extension loin, travaux sur le réseau sur une route de La Chapelle-en-Serval. Bon, là.
Alors, voilà ici notre système d'assainissement au niveau de la station. On traite 7989 mètres cubes par jour et on rejette à l'Oise des eaux traitées, mais traitées avec des matières, il n'y a plus de matière en suspension, etc. Mais ce ne sont pas des eaux bactériologiquement saines. Voilà. Et on rejette un peu plus de 3 millions de mètres cubes par an. Alors, on avait un projet de réutilisation de ces eaux usées en ajoutant un traitement à ce qui est déjà existant pour rendre pratiquement utilisable pour des besoins d'arrosage et choses comme ça. C'est quelque chose qui me tenait fortement à cœur, etc. Dans ces périodes, là, il pleut beaucoup, mais on est plus souvent confronté aux problèmes de sécheresse, etc. Donc, on avait lancé une étude pour la réutilisation des eaux traitées avec parce qu'il y a certaines stations. Moi, j'ai visité une station en Italie où, à la sortie de la station, on offre à boire un verre d'eau, de l'eau de la station. Quand ça s'est produit, on m'a offert un verre d'eau, je ne l'ai pas bu parce qu'en fait, psychologiquement, je n'étais pas prêt, disons, à boire un verre d'eau de la station traitée. Mais malgré tout, c'est comme ça. Alors, cette étude qu'on a menée, on l'arrête parce qu'en fait, les besoins que l'on a détectés tout autour de la station, au niveau des collectivités, au niveau des choses comme ça, fait qu'on avait potentiellement 1000 mètres cubes d'utilisation par an, par rapport aux 3 millions de mètres cubes que l'on reverse dans l'Oise. Et pour avoir 1000 mètres cubes d'eau traitée, il fallait que l'on investisse 350 000 €. Alors, c'est passé à la trappe. Voilà. Le jeu, comme on dit, n'en voulait pas la chandelle. Voilà. Bien, alors ça, c'était le traitement des eaux. Et puis, on continue. Le slide suivant, là, c'est des améliorations que l'on fait au niveau des travaux, au niveau interne. Bon, c'est pas tellement intéressant. Là, amélioration, effectivement, inspection, installation d'une pompe. Bon, ok. Là, c'est plus intéressant, c'est la tarification. Donc, il y a une partie qui correspond à la redevance assainissement qui est versée au SICTUB, que vous payez c'est une ligne particulière sur votre feuille d'eau potable, assainissement SICTUB. Ensuite, il y a une part distributeur qui correspond, disons, effectivement à l'eau que vous consommez. Ensuite, il y a toute une somme de taxes. Là, il y a la lutte contre la pollution, modernisation des réseaux, préservation de la ressource en eau. Tous ces 3 taxes-là qui sont effectivement des taxes que vous payez à l'Agence de l'eau Seine-Normandie qui est en général reversée, disons, aux collectivités dans le cadre de subventions pour les travaux d'investissement. Voilà. Variation du prix des factures d'eau entre le 1er janvier et le 1er janvier 2023 et 2022. Voilà. Bon, nous, on est dans la partie inférieure, puisque Viarme, on paye, disons, 314 € pour une consommation de 120 mètres cubes par an. Il y a des communes qui sont beaucoup plus défavorisées, qui peuvent aller jusqu'à 638, mais elles ne font pas partie du même périmètre au point de vue alimentation. Ce sont des communes qui sont alimentées par le syndicat d'eau de Bellefontaine. Et donc là, il y a une variation de coûts assez important. Le slide suivant, ça c'est le financement des investissements, les recettes du SICTUB en fait. La recette principale du SICTUB, c'est 4 644 000 €, c'est la redevance assainissement que vous payez. Ensuite, la deuxième recette que l'on a, c'est la participation au financement de l'assainissement collectif, c'est la PFAC, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un immeuble se construit, un pavillon se construit, il y a une taxe de raccordement, ce qu'on appelle la PFAC, pour pouvoir avoir l'autorisation de se raccorder sur le réseau collectif. Et là, ça nous fait une recette de 400
424 000. Ensuite, on a une prime épuration donc, qui nous est versée par l'agence de l'eau au niveau de 268 000 euros. Le contrôle du bon fonctionnement des réseaux, ce que je vous disais, le contrôle entre les eaux usées et les eaux pluviales, pour le SICTUB, c'est une recette de 128 000 euros. Et ce qui fait un total de recettes pour le fonctionnement du SICTUB à hauteur de 5 468 000 euros. Voilà. Ensuite, financement des investissements. Bon, là, c'est des gros travaux qui sont en cours, notamment la construction d'un collecteur intercommunal au niveau de la vallée de la Tève, sur le territoire de la Chapelle-en-Sarmal, pour un montant de 692 000 euros. Un autre collecteur au niveau de Thiers-sur-Thève pour un montant de 1 539 000. Ensuite, la phase 3B, c'est un collecteur entre Ory-la-Ville et le château de Thiers-sur-Thève pour un marché de 386 000. Bon, ça, c'est peut-être pas... je ne vais pas énumérer tout ce que l'on fait. Voilà. Et voilà, c'est fini. Voilà. Bien. Ben, écoutez, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Simplement, quand même, pour vous dire... Pardon ? Ah oui, il y a une question. Simplement, quand même, pour dire que l'évolution du SICTUB, elle s'accélère, puisque avec nous, à notre MAPTAM, etc., de transfert des compétences entre les collectivités locales, les communautés de communes et les syndicats, nous avons récupéré au cours de l'année 2023 la commune de la Morlaix, pour lequel nous faisons le raccordement de la commune de la Morlaix sur le réseau du SICTUB, parce que la commune de la Morlaix avait une station d'épuration, mais complètement obsolète, hors normes, etc. Donc, en fait, on récupère la commune de la Morlaix, mais on fait la canalisation pour pouvoir accorder la commune de la Morlaix. On a également récupéré la commune d'Épinèche-en-Plâtreux. Là, c'est une petite commune, c'est pour l'assainissement non collectif. Et on a récupéré aussi en 2023 la commune de Belloire en France pour les assainissements non collectifs. Ce que l'on engage au niveau de 2024, c'est l'intégration, l'absorption du SICTUV par le SICTUB. Le SICTUV, c'est les communes de Gouvieux, Chantilly, Vineuil-Saint-Firmin et Apremont. Donc, au 1er janvier 2025, on aura toutes ces communes-là qui seront intégrées au SICTUB. Ça, c'est un point important. Excuse-moi, Yvan, je te laisse la parole juste après. Attends, Daniel, c'est un point important que tu soulignes. Parmi tous les réseaux qu'on trouve dans les villes, qu'ils soient aériens, qu'ils soient sous terre, il n'y a plus que 2 réseaux à compétence communale, la pluviale, enfin les réseaux d'eau pluviale et les réseaux d'eau... Non, les pluviales, on n'a plus que ça d'ailleurs, j'ai réfléchi en même temps à discuter. Les pluviales. Donc c'est important ce que tu disais, parce que je reviens sur ce point, à partir de 2026, la compétence eau pluviale quittera les communes. Oui. Pour aller gérer par le SICTUB. Suivi. Oui, alors on a déjà récupéré dans les 21 communes effectivement du SICTUB actuellement, on a déjà récupéré par transfert de compétences par la volonté des communes, on a déjà récupéré 11 communes qui nous ont déjà transféré, notamment la Morlaix, Seugy, Pont-Armé, etc. Le réseau d'eau pluviale. Le réseau d'eau pluviale. Et donc, nous, on sera obligé de le faire au plus tard. Les eaux usées, légalement, par les textes législatifs, les eaux pluviales sont considérées comme des eaux usées.
Donc elles tombent dans le giron de l'assainissement. Pourquoi? Parce qu'en fait, les eaux pluviales, ce sont des eaux de ruissellement, de parking, de voirie, des trucs comme ça, et elles sont chargées, disons, en huile, en produits pétroliers, etc. Donc ce sont des eaux qui sont considérées comme eaux usées. Donc on a déjà récupéré aujourd'hui, je vous ai dit 11 communes, mais on va proposer d'ailleurs dans les semaines qui viennent, tu vas être invité là bientôt, Olivier, on va proposer à l'ensemble des communes de nous transférer les eaux usées au cours de l'année 2024. Pluvial. Pluvial, oui. On a des sujets, on verra en discussion, on a des sujets sur le financement de tout ça. Bon, enfin, on en parlera en temps et heure. Oui. En tout cas, une fois que les pluviales auront été transférées, les communes n'auront plus de compétences. C'est important de le signaler quand même aussi pour les gens qui nous écoutent. Plus de compétences sur la gestion et la distribution d'ailleurs, quand il y a une distribution des réseaux. Oui. Mais ça, c'est un petit peu... ça sort du domaine administratif, c'est plus lié, disons, à la géographie du territoire. Parce qu'en fait, quand on parle d'eau, on parle de bassin versant. D'ailleurs, j'ai proposé effectivement aux Journées de l'eau de faire un petit peu une présentation, notamment de tout le système de protection des inondations que l'on a sur Viarmes. Et j'ai proposé à Sylvie de faire un petit peu une présentation effectivement de toute la problématique qu'on a au niveau inondation sur Viarmes, pour que les gens sachent effectivement quand on voit les temps qui montent, qui descendent, etc. Pourquoi effectivement il y a ce phénomène-là. C'est pas simplement un phénomène naturel, c'est volontaire effectivement. C'est des messages intéressants à faire passer. Et puis voilà. Bon. Yvan, à toi. Ouais, ton micro, excuse-moi Yvan, mais ton micro ne marche pas, je crois. Non, essaye de... J'entends. Une seule fois. Essaye. Toujours pas. Il faut changer les piles. Hein. Qui a volé les piles? Merci. Ah oui, ça va déjà mieux. Oui, au début de la présentation, j'ai vu un slide, si je ne me suis pas trompé, sur les contrôles et notamment avec les non-conformités. J'ai mémorisé 840 et quelques contrôles et 118 non-conformités. Ça me paraît énorme. Alors, qu'est-ce qu'on appelle non-conformité? Est-ce que c'est un seuil acceptable? Parce que ça fait 14%. Hein. Tiens, t'en as un là. Daniel, t'en as un autre. Daniel, tu en as un. Daniel. C'est bon. Oui, les non-conformités, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des propriétés dont les branchements ne sont pas corrects. C'est-à-dire qu'en fait, l'eau usée va éventuellement dans le réseau d'eau pluviale et inversement, et les eaux pluviales vont effectivement dans les réseaux d'eau usée. C'est grave ça, parce qu'en fait, les tuyaux sont conçus, les tuyaux d'assainissement collectif sont conçus pour absorber le volume des eaux usées générées par les habitations. Mais si en période pluvieuse on envoie des eaux pluviales dans les réseaux d'eau usée, en fait on apporte un volume d'eau qui est incompatible, disons, avec la capacité d'absorption du réseau, et c'est ça qui fait que les réseaux peuvent déborder quelquefois. Voilà. Oui, d'où l'importance de la désimperméabilisation, etc., qui est engagée pour essayer oui. Alors, effectivement, quand on fait des contrôles, il y a un certain nombre d'installations qu'on trouve non conformes. Donc, théoriquement, les personnes qu'on contrôle non conformes doivent se mettre en conformité. Et là, ça revient, disons, à l'autorité du maire, parce qu'en fait, c'est le maire qui est la police de l'eau. Malgré que la compétence est transférée, c'est le maire qui garde toujours la police de l'eau sur son territoire. Donc en fait, nous on signale que l'installation est non conforme et qu'il faut faire les travaux pour la mettre en conformité, mais on transmet le dossier, on transmet la patate chaude au maire, et c'est le maire qui doit... Alors, j'ai un complément de question, Daniel. C'est que, si j'ai bien compris, en fait, quand il y a eu ces fortes pluies, les installations
pour des raisons que tu as expliquées, n'était plus capacitaire. On ne pouvait plus absorber. J'en viens à ce qui s'est passé dans le Nord, les fortes inondations. J'ai entendu une explication ce matin, donc si on rejoint a priori ça, c'est que des gens disaient aussi aujourd'hui que maintenant, avec le respect de l'écologie, qui quelquefois est un peu poussé à son extrême, il n'y a plus d'autorisation de curer les rivières, enfin nettement moins d'autorisation pour curer les rivières, les cours d'eau, etc. et que tout s'engorge, et que de ce fait, ça bloque effectivement l'écoulement, et ça crée de plus en plus de débordements. Est-ce que tu confirmes ou pas ? Dans le cadre de notre région. Hein. Je ne sais pas si vous avez été attentif à ce qu'a dit Hugues tout à l'heure dans son rapport de la communauté de communes. Il a dit, en fait, on s'intéresse aussi à l'assainissement et on s'intéresse à GEMAPI, n'est-ce pas? Voilà. GEMAPI, c'est la gestion des eaux, des milieux aquatiques et protection contre les inondations. C'est une taxe que vous payez sur votre feuille d'impôt et qui, via la communauté de communes, est reversée, disons, aux syndicats intercommunaux qui ont la gestion de gérer les eaux de pluviales et les eaux d'inondation. C'est-à-dire qu'en fait, contrairement à ce qui a été dit, d'ailleurs j'avais mis un petit slide, j'avais mis un petit texte sur notre site de Vierme Demi, je crois, ou des adjoints, etc. Lorsqu'il y a eu les inondations, effectivement, dans le Pas-de-Calais, etc., tout le monde a crié au charron en disant l'État ne fait pas son boulot, etc., etc. Ce n'est pas la compétence de l'État de protéger contre les inondations, c'est la compétence des collectivités locales. Et sur notre territoire, la compétence pour Vierme, c'est le CIMABI. Mais si on va, si vous voulez, un bassin versant, chaque rue, chaque rivière a un bassin versant. Il y a nous, on est à Vierme, là, on a GEMAPI, parce qu'en fait, on est sur le bassin versant de Lisieux. Mais il y a après, il y a le bassin versant de la Thèbes et de Lisieux, et ensuite, il y a le bassin versant de l'Oise. Et le bassin versant de l'Oise, c'est la totalité, disons, du territoire qui récupère les eaux de... La goutte d'eau qui tombe... alors, l'Oise, en fait, est aussi alimentée par l'Aisne. Ça veut dire que la goutte d'eau qui tombe au niveau des Ardennes, bon, s'il n'y avait pas de dispersion, effectivement, la goutte d'eau qui tombe au niveau des Ardennes, elle passe dans l'Aisne, elle va dans l'Oise, elle va dans la Seine, et elle va ensuite dans la mer. Voilà. Et cette gestion-là, et pour le bassin versant de l'Oise et de l'Aisne, c'est l'entente Oise-Aisne, qui est en fait un syndicat intercommunal, mais au lieu que ce soit des syndicats, ce sont des départements et des collectivités, des communautés de communes ou d'agglomération qui gèrent ce truc-là. Voilà. Merci. Merci. Merci Daniel. Oui, Roger, merci. tu voulais intervenir? Non. Autre chose, à l'entrée à la station d'épuration à Agnières, on a un énorme bassin d'orage, qu'on appelle un bassin d'orage, c'est-à-dire qu'en cas d'arrivée de fortes pluies, les canalisations d'eau usée sont complètement, disons, pleines à bord, disons. Et comme on ne peut pas laisser, lorsqu'on ne peut pas traiter les eaux qui arrivent, le volume d'eau traitée est trop important, on stocke pendant un moment, on stocke le survolume, on le stocke dans une énorme citerne, et lorsque le phénomène pluvieux est fini, on pompe l'eau qu'on a mis en stock pour la rediriger vers le site de traitement. Merci Daniel. C'était très complet. Ces documents, si vous le souhaitez, peuvent être... Roger ne voulait pas. Tu veux finalement? Ouais, tu me dis non, puis tu me dis oui après. Non, mais Roger. Il y en a pour un instant. J'ai peut-être pas tout compris, Daniel, mais quelque part, tu nous dis qu'il faut faire attention de ne pas mélanger dans les propriétés, dans les immeubles et puis tout, les eaux usées et les eaux de pluie. Et après, un peu de temps après, tu nous dis que les eaux de pluie vont quand même dans les eaux usées, puisque ce qui passe sur les routes et sur les places publiques, c'est de l'eau sale. Elles vont pas dans les eaux, elles sont considérées comme des eaux usées. Elles n'y vont pas. Non, ce sont des réseaux complètement séparés. Les eaux de pluie, les eaux de pluie qui sont captées sur le territoire de Vierme et sur le territoire d'Agnières
passe par un grand bassin de retenue que vous avez à Agnières, qui s'appelle le bassin de la Flache, qui est à côté du cimetière. On le voit quand on passe sur la déviation devant la station d'épuration, il y a un énorme bassin de stockage d'eau. En fait, non, les eaux de pluie, elles vont directement à l'Oise, elles ne sont pas traitées, bien qu'elles soient polluées. Ok, mais tu ne nous l'avais pas dit avant. Non, ben, Enfin, moi, j'étais pas au courant. Je te le dis. Ouais, Excuse-moi. Bon, j'arrivais pas à y arriver. Sauf quand même, quand il y a par exemple des parkings et trucs comme ça, il y a obligation pour le particulier de mettre des ouvrages qu'on appelle des déshuileurs, c'est-à-dire qu'en fait, qui font la séparation entre l'eau et les matières, le pétrole, l'huile, etc. Alors là, il y a une réglementation. Il y a une réglementation en la matière, un truc comme ça. Mais les eaux, par exemple, de Clémenceau, là, c'est les eaux pluviales, elles ne sont pas traitées. Voilà. Bien, je ferme vos micros à tous les deux. Merci Daniel. Cette présentation annuelle est complète. Les documents, pour ceux que ça intéresse, sont consultables au secrétariat général. Donc nous prenons acte de la présentation du rapport. L'ordre du jour du conseil municipal de ce soir est terminé. Encore quelques instants pour vous faire quelques des points sur les grands travaux principalement. Donc la réunion grands travaux s'est réunie ce matin, élargie au bureau des adjoints, pour prendre une décision définitive sur la suite des travaux concernant le gymnase. Nous sommes tous tombés d'accord pour constater que les coûts auxquels on arrive après tout ce qui a pu être fait comme réunion, comme négociation, les coûts des travaux sont trop élevés sur des taux d'emprunt qui sont trop importants actuellement. La décision a donc été prise de surseoir au lancement des travaux et nous referons une consultation auprès des entreprises en fin d'année 2024 pour voir si ça a bougé au niveau du coût des matières premières et des travaux et au niveau du montant des taux d'intérêt, de manière à pouvoir mener notre projet à bien. Donc malheureusement, Hugues, nous allons organiser une réunion avec les associations, d'ailleurs une réunion pour leur présenter, leur parler de ce résultat et de ce report. Malheureusement, indépendant de notre volonté, c'est le deuxième projet qu'on ne lance pas après le restaurant scolaire, à cause directement du renchérissement des coûts. Point sur les travaux. Donc vous avez vu, en ce moment, c'est encore aussi compliqué dans la rue de Paris, puisque un nouvel échafaudage est apparu. Que des travaux de raccordement de gaz ont lieu pour le restaurant italien du 21 rue de Paris. Les travaux du 21 rue de Paris touchent maintenant à leur fin. On espère que d'ici un mois et demi, l'échafaudage sera enfin descendu. D'autres travaux vont avoir lieu dans le centre-ville, qui sont les travaux liés à la modernisation ou la mise à jour du réseau électrique, qui doit être renforcé, je ne sais pas comment on dit, pour être capable de passer des câbles plus gros pour répondre à la demande de la ville et de l'évolution de la ville. Vous en avez vu un premier aperçu pour l'instant au niveau de l'angle Gaudron-Chenel, et puis où en ce moment dans la ville, Klein-Peter, je crois, a été fermé aujourd'hui. En tout cas, un certain nombre de travaux vont avoir lieu. Les plus impactants vont être ceux qui vont se dérouler, d'après ce que j'ai pu lire, au second semestre, qui vont redescendre à nouveau du rond-point Charles de Gaulle, tout en haut de Vierme, celui qui va à la gare, jusque l'étang, voire l'église, et la route qui va jusqu'au collège. Toute l'avenue Clémenceau. Donc à nouveau, j'entends déjà les cris des différentes personnes qui en ont assez, et je les comprends, d'avoir l'avenue Clémenceau ouverte pour faire passer des conduites. Si évidemment tous ces travaux avaient pu être faits en même temps, ça aurait été fait. Ça n'est pas possible, ce n'est pas les mêmes intervenants, ils n'ont pas débloqué les budgets au même moment, ils ne peuvent pas travailler, différents prestataires ne peuvent pas travailler sur le même site en même temps pour des raisons de sécurité, des raisons de profondeur, de process de fabrication, enfin c'est impossible.
donc s'attendre encore à des difficultés avenue Clémenceau et dans la rue de Paris, puisqu'ils vont aussi passer rue de Paris jusque le poste électrique qui est à l'ancien EHPAD dans la rue de la Garenne. Et ensuite, les travaux vont continuer et sur Asnières et l'avenue Kennedy. Gymnase, je vous en ai parlé. Point église, donc ça avance très bien avec le retard habituel, mais enfin, je pense qu'on arrive au bout quand même bientôt cette fois-ci. La dernière réunion de chantier a été reportée du fait des intempéries mercredi dernier. La prochaine est peut-être semaine prochaine. La semaine prochaine. Nous ne pourrons pas enchaîner les façades avec le clocher, ce qui était notre souhait, mais tout a été fait pour qu'on puisse éventuellement les débuter en fin d'année 2024. Les temps, enfin, avancent bien. C'est un chantier qui vraiment avance bien. On avait une réunion de chantier aujourd'hui. Le plâtrage bois est pratiquement terminé, qui relie l'étang au collège. Le kiosque, vous l'avez vu, est posé. Ils sont en train de poser les jeux. Les jeux de boules seront posés dans 3 semaines. Donc normalement, dans 6 semaines, m'a annoncé le DCI. Aujourd'hui, l'entreprise qui nous suit, dans 6 semaines, les travaux seront terminés, gazon planté. Moi, j'en ai fini. J'ai certainement oublié des choses. Est-ce que j'ai des personnes ou des adjoints qui veulent annoncer des événements peut-être à venir? Daniel et puis Hugues. Ouais, vas-y. Et puis Didier aussi, je crois que tu nous fais un point. Je vais prendre mon autre casquette de syndicat d'énergie du Val d'Oise, puisque en fait demain, il y a la première borne Volti va être installée. La première borne Volti va être installée sur le parking de Clos de la Garenne. Mardi, comment? C'est bon? La deuxième borne Volti va être installée mardi sur la place Pierre Salvi. Et il y aura une troisième borne Volti qui sera installée sur le parking, enfin sur des places de stationnement à l'arrière de la salle Saint-Louis. Ça, c'est pas encore pour tout, enfin pas dans les jours immédiats, mais en fait on va commencer, disons, ces 2 premières bornes. Elles seront opérationnelles, je pense, fin février, parce qu'en fait on les installe, mais après il y a les travaux de raccordement, le câble, etc. Mais là on passe vraiment, disons, dans la concrétisation. Ça y est. Alors il faut faire une chose. Il y aura un message, d'ailleurs j'en ai parlé avec Michel, etc. Il y a un message à faire passer quand même. Alors je ne sais pas par quelle communication il va falloir faire passer, parce qu'en fait les places alors par borne, ça fait 2 zones de stationnement, de charge. Ça fait 2 places pour charger. Il y a 2 véhicules qui peuvent se charger sur la même borne. Mais ces places, ce ne sont pas des places de stationnement. Ce sont des places de recharge de véhicules. C'est-à-dire qu'une voiture qui est sur une place de recharge de véhicules, si elle n'est pas raccordée, elle est verbalisable. Important. Elle est raccordée et qu'elle est là depuis 2 heures aussi. Enfin, je ne sais pas, il y a une mesure pour savoir quand la charge est finie, non? Le temps de recharge des bornes que l'on installe pour les véhicules électriques, ce sera 3 heures. Et au bout de 3 heures, avec un tarif pour d'énergie qui est de 35 € le kilowatt, etc. Ce qui est un prix très, très raisonnable. Mais au bout de 3 heures, le coût de l'énergie est beaucoup plus élevé, de façon à ce que les véhicules ne se mettent pas, par exemple, le matin et repartent le soir, même si elles sont branchées. Parce que le coût au-delà de 3 heures sera un peu exponentiel. C'est une problématique que beaucoup ont déjà eue sur leur borne, j'imagine. Donc ça a dû être pensé déjà. C'est la réglementation de partout, disons, hein, c'est comme ça. Mais il y aura un message effectivement à faire passer, disons, j'en ai parlé avec Michel, sur une communication, je ne sais pas laquelle, c'est pas mon problème, mais ça... mais ça sera... les bornes, elles sont oui, elles sont visibles. Voilà. Bon, arrivée des premières bornes électriques sur Viarme dès la semaine prochaine. Ouais. Merci Daniel, c'est tout bon? Oui. Hugues et puis Didier. Oui, moi c'était juste pour... j'en avais discuté il y a déjà un petit peu de temps. J'avais demandé il y a à peu près maintenant 18 mois à la SNCF de venir voir sur place pour qu'ils viennent constater eux-mêmes
qu'on n'avait plus de hangars à vélo, enfin d'abris à vélo. Je ne sais pas si vous voyez ce qui subsiste aujourd'hui, c'est-à-dire il n'y a pas de possibilité réellement de pouvoir mettre des vélos pour aller à la gare. Donc ça y est, après maintes relances, j'ai eu la déclaration préalable de travaux, donc il y aura 2 systèmes de, comment dirais-je, pour déposer ces vélos, ou une espèce de casier sécurisé comme on voit des fois à côté des gares, c'est-à-dire qu'on met le vélo dans un casier, c'est fermé, c'est protégé, et un autre système moins protégé, mais sur lequel on pourra bien évidemment aussi mettre des vélos. Donc on y arrive, faut insister, mais on y arrive. C'est tout bon? Ouais. Merci Hugues. Didier? Oui, donc je vais faire un bilan comparatif de la police pluricommunale entre 2022, du 1er janvier au 31 décembre 2022 et du 1er janvier au 31 décembre 2023. Alors, concernant la sécurité routière, il y a eu un nombre d'infractions qui a augmenté de 35%. En 2022, il y a eu 262 infractions et 355 en 2023. Là, je vais rentrer dans les détails des infractions. Pour le stationnement, il y en a eu 147 en 2022, 251 en 2023, soit 71% d'augmentation. Donc là, c'est zone bleue, ils ont bien chiffré. Concernant la vitesse, en 2022, il y en a eu 32 en 2023, donc une baisse de 24%. Sur les règles de conduite administrative, une baisse de 16%, il y a eu 69 en 2022, 58 en 2023. Concernant le non-port du casque et de la ceinture de sécurité, 3 en 2022 et 2 en 2023. Divagation d'animaux, 1 en 2022 et 12 en 2023. Concernant la prévention, donc l'opération Tranquillité Vacances, une augmentation de 17%, il y en a eu 36 en 2022 et 42 en 2023. Concernant la délinquance, là ça a augmenté un petit peu. Sur les cambriolages, une augmentation de 117%, de 6 on est passé à 13. Vol de véhicules, augmentation de 171%, de 7 on est passé à 19. Dépôt d'ordures, de 4 on est passé à 6. Dégradation, de 3 on est passé à 9. Concernant les interventions, donc le nombre total d'interventions a augmenté de 53%. 279, on est passé à 428. Violence intrafamiliale, de 1 on est passé à 7. Accident de circulation, de 5 nous sommes passés à 11, soit 120% d'augmentation. Tapage, de 12 on est passé à 24, 2 fois plus. Ivresse sur la voie publique manifeste, de 0 nous sommes passés à 4. Les risques, ça a doublé, de 1 on passe à 2. Mise à disposition de l'OPJ-TC, c'est l'office criminel OPJ, de 43 on est passé à 57, soit 33% d'augmentation. Voilà les chiffres pour 2022-2023. Qu'est-ce qui a baissé finalement? Qu'est-ce qui a baissé? C'est la vitesse qui a baissé. La vitesse. Règles de conduite. Bon, c'est malheureusement on constate ça. Enfin, on l'entend un peu partout sur le territoire, cette augmentation de la sécurité. Il y a aussi le fait qu'on a une police qui travaille et qui lève pas mal de lièvres, je dirais. Je ne sais pas si le mot doit pas être juste, mais enfin, d'affaires qu'on ne voyait pas, dont on n'avait pas la connaissance, et qui rentrent dans les statistiques. Quand ils font des contrôles vitesse, bon, ben, ça peut être efficace puisque la vitesse a l'air de diminuer, et quand ils font des contrôles d'alcoolémie, quand ils n'étaient pas là, qu'ils ne les faisaient pas, l'alcoolique, entre guillemets, au volant, continuait son chemin sans que l'affaire soit révélée. Là, évidemment, s'ils travaillent, il y a ces données-là aussi qui jouent, en plus du fait que il semble bien que les incivilités, les violences intrafamiliales, tout ça augmente au niveau national. Vous avez des questions là-dessus? Merci Didier. Pascal. Alors, je voudrais vous faire des annonces de quelques événements
puisque les prochains week-ends seront placés sous les signes du bricolage, des éclats de rire, du swing, du roller et des couleurs. Ça marche pas? Si. Alors, du bricolage avec la reprise des chantiers participatifs d'Intramuros. C'est donc ce week-end, le week-end du samedi 27 et du dimanche 28, de 10h à 17h au 21 rue de Paris, avec un atelier pose d'enduit sur les murs du futur restaurant. Le même week-end, donc samedi 27 et dimanche 28, se jouera ici sur la scène qui nous fait face, dans cette salle, une pièce de théâtre qui s'appelle 2,20 €, une pièce de théâtre d'1h15 avec la bande des théâtreux. Donc au cœur de l'hiver, c'est un air de vacances ensoleillé et pétillante. Le week-end suivant, le samedi 3 février, là c'est un concert qui se déroulera dans les sous-sols de la mairie, un concert organisé par le musée, avec un groupe de jazz manouche, Jama Pamak. Donc ça va être un beau moment de... je pense que c'est plein, je crois. Hein. Comment ? C'est plein. C'est plein. C'est plein. Non, c'est pas plein. C'est pas celui-là qui est plein. Non, alors il y en a un autre avant. Il reste encore une place, Olivier. Lequel ? Une place ? Bon, 8 places. 8 alors, places. Voilà. Avis aux amateurs. Jazz manouche. Oui, alors une énorme, hein, parce que ce matin, il y avait 70 tickets vendus pour 40 places. Donc panique à bord de Michel et de Daniel. Et finalement, c'est pas le cas du tout alors. Oui. Bon, donc fake news, donc il reste 8 places. Ok. En tout cas, c'est toujours important de rappeler qu'il y a cette initiative du musée pour animer les caves du musée. Et c'est toujours très agréable. Ensuite, le 10 février, c'est le Disco Roller Winter Party qui animera le gymnase. C'est de 18h30 à 23h. C'est organisé par le Hockey Roller Club de Vierme. Je vais aussi glisser le 16 et le 17 février, c'est les hivernales. Si vous voulez donner des détails dessus, je vous laisserai faire. Et puis... Les hivernales. Donc c'est le 16, 17, 18 février. Donc ça démarre un vendredi. C'est la deuxième semaine des vacances scolaires. Sur 3 jours. Que dire après? Donc toujours notre patinoire, des jeux pour les enfants, 24 chalets diversifiés, donc de l'alimentaire. Et j'ai oublié qu'il y avait aussi un manège en alimentaire. Et puis après. Et les concerts. Et concerts le vendredi soir, DJ, samedi soir animation. Donc 2 soirées animées. Après Daniel, je ne sais pas si j'oublie des choses. C'est le coiffeur de Vierme là, hein, qui est DJ coiffeur. À côté de chez toi là. Oui, monsieur Roger. C'est un commerçant de Vierme. Hein, absolument. Croyez-moi, il met de l'ambiance le père. Hein. Super, on sera là. Je serai là le vendredi soir. 18h30 à 23h. Pascal, tu as autre chose? Dernière annonce, c'est le salon d'hiver des Beaux-Arts, organisé par l'association des Beaux-Arts. C'est du 18 au 25 février. C'est ouvert toute la semaine et le week-end. Cette année, les organisateurs prévoient de recevoir 52 exposants. Ça représente à peu près 200 tableaux. Et un hommage sera rendu à Marcel Sarlat, qui est l'ancien président de l'association des Beaux-Arts, qui était aussi un peintre local. Et c'est donc ici? Et c'est ici. Voilà. Merci Pascal. De Michel Non, Valérie. J'ai oublié qu'il y avait les ânes aussi, faire un tour. Ça c'est important, c'est oui, des enfants. Des ânes. Des ânes, il y a des ânes aussi. Des poneys pour les enfants aussi. Oui, ça va plus vite. C'est plus vite. Bien, est-ce que des
personne souhaite intervenir ou je clôt le conseil municipal. Je terminerai quand même en vous précisant que nos prochains rendez-vous sont très importants. Il faut que vous soyez présents pour le 29 février, c'est la présentation du rapport d'orientation budgétaire, et le 28 mars pour la présentation et le vote du budget. Merci à toutes et tous, excellente soirée.